Les hauts fonctionnaires des pays de la Confédération AES se sont réunis ce matin dans le cadre de la réunion préparatoire de la première session confédérale du Conseil des ministres, une étape clé du processus d'opérationnalisation de l'Alliance qui vise à harmoniser les positions des États membres sur les projets et décisions qui seront soumises aux chefs d'État. La 68e session ordinaire de la CEDEAO a rassemblé les chefs d'État et de gouvernement à Abuja. Ce sommet profondément marqué par les récents bouleversements politiques dans la sous-région a mis l'accent sur la tentative de coup d'État avortée au Bénin ainsi que sur le renversement du gouvernement en Guinée-Bissau. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'attention se tourne déjà vers les grandes nations du football africain. Le pays hôte figure naturellement parmi les favoris aux côtés d'autres nations, mais aussi de poids lourds historiques. Les ambitions sont élevées pour chaque prétendant au sacre continental. Excellent début de semaine à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Bamako, la Confédération des États du Sahel prépare ses prochaines étapes importantes. Les hauts fonctionnaires des pays membres se réunissent pour préparer la première session confédérale du Conseil des ministres de la Confédération. Cette réunion est une étape clé avant le sommet des chefs d'État prévu du 22 au 23 décembre. Reportage Moussa Traoré. Bamako accueille actuellement une réunion cruciale des hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre technique et stratégique vise à préparer la première session confédérale du Conseil des ministres de l'AES. Objectif, poser les bases des décisions à venir et accélérer l'opérationnalisation des institutions confédérales. Mesdames, Messieurs, depuis la première session historique du Collège des chefs d'État tenue le 6 juillet 2024, et consacré à la création de la Confédération, le processus de construction de l'architecture confédérale n'a cessé de se renforcer. Cette dynamique s'est traduite par la mise en œuvre progressive de la feuille de route impulsée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération, et des avancées notables dans les domaines prioritaires identifiés, notamment la défense et la sécurité, la diplomatie souveraine et le développement intégré. La réunion aborde également les volets diplomatie et développement, pensés comme des leviers complémentaires pour la stabilité de l'espace AES. Cette vision, cet engagement ont permis aujourd'hui de faire de l'AES une entité géopolitique incontournable sur l'échiquier géopolitique ouest-africain et une entité incontournable à l'échelle internationale. Beaucoup d'actions, Monsieur le ministre, beaucoup d'actions ont été réalisées, très significatives, mais cela ne doit pas nous amener à dormir sur nos lauriers. Le ministre des Affaires étrangères insiste, lui, sur la portée politique et diplomatique de cette dynamique confédérale. Le 6 juillet 2024, nos chefs d'État ont créé la Confédération des États du Sahel AES. Cette confédération, bâtie sur les succès indéniables de l'Alliance des États du Sahel, incarne les valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié, mais aussi de complémentarité qui unissent nos pays et qui soudent davantage nos populations au point de ne faire à terme qu'un seul et même peuple, le peuple AES fier, le peuple AES debout. Ces travaux préparatoires ouvrent la voie au sommet du Collège des chefs d'État prévu à Bamako les 22 et 23 décembre prochains sous présidence malienne. Ce dimanche 14 décembre à Abuja, au Nigeria, le 68e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu. Au menu, la tentative de coup d'État au Bénin, le renversement du président de la Guinée-Bissau et l'escalade du terrorisme dans la région, plaçant la stabilité démocratique et la sécurité régionale au centre des débats entre dirigeants. Le récit avec Soumaïla Fane. Le 68e sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu dimanche 14 décembre à Abuja, au Nigeria, a abordé en priorité les situations politiques en Guinée-Bissau et au Bénin, suite au coup d'État du mois dernier à Bissau et à la tentative de putsch du 7 décembre à Cotonou. Les dirigeants ouest-africains ont réaffirmé leur opposition au coup d'État militaire, déclarant que les changements anticonstitutionnels de gouvernement ne sont pas tolérés dans la région. Omar Ali Touray, président de la commission de l'organisation ouest-africaine, a déclaré, je cite, « Nous savons tous que les coups d'État représentent un pas en arrière pour nos pays.
Dans la CEDEAO, il y a une tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Fin de citation. En application de ce principe, les dirigeants ouest-africains ont rejeté le programme de transition proposé par les militaires au pouvoir à Bissau et ont exigé un retour immédiat à l'ordre constitutionnel dans le pays, ainsi que la mise en place d'une transition courte et inclusive dans laquelle les forces politiques bissau-guinéennes seront largement représentées. Outre les troubles politiques, l'un des points saillants du sommet portait sur la détérioration de la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État sierra-léonais Julius Maada Bio, aussi présent en exercice de la CEDEAO, a défendu qu'une plus grande intégration régionale ne pourra avoir lieu qu'en combattant frontalement le terrorisme et l'extrémisme violent. Il dit, je cite, « Nos ministres des Finances et nos ministres de la Défense avancent sur les modalités d'un financement durable et se préparent à lancer une brigade antiterroriste forte de 1650 hommes d'ici à la fin de 2026. » Renforcer le leadership féminin pour une gouvernance inclusive et paisible, c'est l'objectif d'un dialogue intergénérationnel organisé à Bamako les 12 et 13 décembre 2025 par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Pendant 2 jours, des jeunes filles et des femmes leaders ont échangé autour de la citoyenneté féminine et du rôle des femmes dans la transformation sociale. Geneva Samake. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du leadership féminin dans la gouvernance publique au Mali que l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, a organisé un dialogue intergénérationnel féminin. Objectif, bâtir une société inclusive et paisible à travers la promotion du leadership et de la citoyenneté active des femmes. C'était une occasion pour nous d'échanger entre les différents bénéficiaires et d'autres personnes qui sont dans le domaine, qui sont plus âgées que nous, d'échanger sur les thématiques qui concernent les femmes, leur épanouissement dans la société et leur inclusion dans les processus décisionnels. Après 2 jours d'échange, les participantes ont élaboré un mémorandum, fruit des travaux des groupes. Ces documents synthétisent les défis majeurs auxquels les femmes sont confrontées et proposent des pistes de solutions concrètes. Il y a eu des recommandations, par exemple, liées au cadre social. Une aussi recommandation importante a été sur le cadre normatif. Donc les lois, les législations qui sont là et qui peinent encore dans leur mise en œuvre et où les violations ne sont pas forcément sanctionnées à hauteur de souhait. À travers cet engagement intergénérationnel, les participantes appellent à la mise en œuvre effective des actions de plaidoyer pour bâtir une société inclusive, durable et équitable où les femmes jouent pleinement leur rôle dans la gouvernance publique. L'initiative est plus que salutaire, en ce sens que ça contribue à la formation des jeunes femmes, ça contribue également à leur donner la parole pour qu'elles puissent faire valoir leurs avis dans la gouvernance publique. Et ça, c'est très important. Notre participation en tant qu'hommes rentre dans le cadre de la complémentarité. Ce mémorandum est destiné à plusieurs groupes d'acteurs. D'abord les femmes et leurs organisations, parce qu'il y a des recommandations qui leur sont destinées. Aux leaders d'influence, c'est-à-dire, par exemple, nous allons envoyer ces recommandations au Recotrad, parce que les réseaux de communicateurs traditionnels ont une forte influence au niveau social. Donc, pour qu'ils aident sur le changement des normes sociales en faveur des femmes. Et nous allons évidemment adresser aux différents ministères qui sont concernés par les questions des femmes, des filles, des droits humains. Et nous allons envoyer aussi aux partenaires. Cette activité fait suite à plusieurs sessions de formation organisées à Tombouctou, Mopti, Koutiala, Ségou et Bamako, ayant permis de former 105 jeunes femmes et filles. Grâce à ces formations, les capacités des participantes à exprimer un leadership actif ont été renforcées. Certaines d'entre elles ont déjà entamé la mise en pratique des connaissances et compétences acquises, contribuant ainsi au développement et à la cohésion sociale dans leur communauté. Matière première emblématique du Mali, le coton s'est invité sur le podium pour révéler tout son potentiel porté par l'audace de créateurs engagés en faveur d'une industrie textile locale forte. Entre créativité, savoir-faire artisanal et enjeux de développement durable, les stylistes maliens ont démontré que la transformation locale de la fibre blanche peut devenir un puissant levier économique et social. Abdoulaziz Aïdara.
Dans le cadre de la promotion et de la valorisation du coton à travers les textiles, un concours de rénovation dédié aux textiles de coton s'est tenu à Bamako ce dimanche 14 décembre. Une initiative soutenue par le gouvernement du Japon et résolument tournée vers la valorisation du coton malien. À travers cet événement, les organisateurs entendent promouvoir la transformation locale de l'or blanc, encourager une production textile durable et renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes artisans. Des initiatives comme celle-là sont des opportunités pour le secteur du textile. Parce que vous saviez que cette convention de partenariat avec le PNUD, financée par le gouvernement japonais, d'abord a commencé à faire ses fruits. Le premier fruit, c'est l'or du siama. Grâce à ces partenariats, le PNUD a pris 27 stands, dont 4 tapis rouges pour les artisans qui sont dans la transformation de coton. Gracieusement. Donc ensuite, ils ont pu organiser ces défilés et tous les postulants, les 10 postulants ont chacun réussi à peu près 2 500 000 à travers leurs mannequins, tout. Le PNUD, à travers ses différents partenaires, vient de nous magnifier en organisant un concours entre les stylistes maliens dans le cadre de la promotion. Donc tout ce qui va aujourd'hui pour la promotion du textile malien qui permettra de mettre en avant la création de ces stylistes qui sont en herbe, des stylistes qui sont reconnus, est toujours une opportunité. 10 créateurs stylistes ont ainsi rivalisé des talents lors d'un défilé de mode, mettant en lumière des œuvres issues de la filature, du tissage et de la confection du coton local. Au-delà de l'expression artistique, ce projet s'inscrit dans une dynamique de création de nouvelles opportunités économiques et de repositionnement du coton malien comme levier stratégique de développement du secteur textile national. Il est aujourd'hui l'un des 3 premiers producteurs africains de coton qui constitue la matière première emblématique de ce savoir-faire, contribue à plus de 10% des recettes publiques du pays et fait vivre plus de 5 millions de personnes dans le secteur de l'agriculture, de la production textile. Je suis toute contente. Je me dis que ça en valait la peine. Déjà, c'est compliqué quand tu rentres dans ce domaine-là et que les parents voient qu'il y a école, mais il veut quoi. Et aujourd'hui, gagner ce prix, c'est prouver encore une fois de plus que ça en valait la peine. Au-delà des podiums et des créations, ce concours réaffirme le coton malien comme un moteur de développement durable, capable de conjuguer identité culturelle, innovation textile et perspectives économiques pour les artisans d'aujourd'hui et de demain. Le président américain Donald Trump a annoncé que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée au prochain sommet du G20 prévu à Miami en 2026. Cette décision constitue une rupture diplomatique sans précédent dans l'histoire du groupe, étant donné que l'Afrique du Sud est membre à part entière du G20. Assetou Ouare nous en parle. Ce lundi, les États-Unis ont officiellement pris la présidence du G20 pour les 12 prochains mois, dans un contexte de tension avec l'Afrique du Sud. Washington a annoncé qu'il n'invitera pas Pretoria aux événements du G20 prévus à Miami en 2026, justifiant cette décision par des accusations de génocide blanc et de persécution contre la minorité afrikaner. Le président américain Donald Trump a également critiqué le refus de l'Afrique du Sud de transmettre formellement la présidence tournante du G20 à un représentant américain lors du sommet de Johannesburg en novembre 2025. Outre l'exclusion du sommet, Trump a ordonné la suspension des aides financières et subventions américaines destinées à l'Afrique du Sud. La première puissance du continent africain a rejeté les accusations de Trump, affirmant être un État démocratique souverain et légitime. Elle a aussi exprimé son indignation face à cette exclusion, considérant qu'il s'agit d'une mesure punitive fondée sur des informations erronées. Pretoria rappelle qu'elle est membre des droits du G20 et qu'aucun pays ne peut être exclu unilatéralement. Le gouvernement américain s'est engagé à mener des réformes indispensables au cours de sa présidence et à ramener le G20 à sa mission fondamentale, stimuler la croissance économique et la prospérité afin d'obtenir des résultats. Trump ravive ainsi les tensions entre les deux pays et met en cause la légitimité de Pretoria sur la scène internationale. Au Maroc, de violentes crues soudaines provoquées par de fortes pluies ont frappé dimanche 14 décembre la ville côtière de Safi et sa province sur la côte atlantique. Les intempéries ont transformé les rues en torrents en très peu de temps, inondant habitations, commerces et routes. Selon les autorités locales, le bilan s'est alourdi au fil des heures.
37 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été secourues et prises en charge. Les dégâts matériels sont importants. Près de 70 maisons et commerces ont été envahis par les eaux. Plusieurs véhicules ont été emportés et les axes routiers ont été endommagés. La Direction générale de la météorologie a averti que les fortes pluies pourraient se poursuivre avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm dans certaines zones. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, nous évoquons les grands favoris de la compétition. Plusieurs prétendants, dont certains se détachant clairement, apparaissent susceptibles d'aller loin selon les analystes. Assetoumani Koulibaly nous apporte des précisions. Pays hôte de la compétition, le Maroc figure en tête avec une étiquette de favori. Une place que la sélection marocaine a su confirmer à travers ses statistiques, mais aussi grâce à ses performances récentes, notamment sa demi-finale historique lors de la dernière Coupe du Monde. À ses côtés, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, nourrit l'ambition de conserver son sacre continental. Champion d'Afrique en 2021 et régulièrement présent, le Sénégal retient également l'attention des analystes grâce à un effectif jugé remarquable. Le Nigeria, dernier finaliste de la compétition et réputé pour son imprévisibilité, pourrait lui aussi créer la surprise, portée par une nouvelle génération ambitieuse. À l'instar de ces équipes citées, on peut également évoquer le Cameroun, l'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la CAN, ainsi que l'Algérie qui tentera d'effacer ses dernières désillusions. Ces équipes citées sont potentiellement ceux qui pourraient être les grands favoris de la compétition, selon des analystes. J'ai dit le Maroc parce que le Maroc, c'est une grande nation de football. Moi, je dirais que c'est l'un des pays émergents du football mondial. Son potentiel technique, c'est-à-dire les joueurs qui composent l'équipe. Et le troisième avantage que le Maroc a, c'est le fait de jouer devant son public. C'est extrêmement important. Et surtout, les éléphants auront à cœur de prouver que leur victoire à domicile n'était pas qu'un incident de parcours. Et ils l'ont mérité, ils ont fait une grande CAN. Aujourd'hui, quand on regarde l'effectif du Sénégal, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver n'importe quel entraîneur. On peut citer le Nigeria également. Le Nigeria qui a un effectif très très impressionnant et qui va... c'est vrai que depuis quelques années déjà, le Nigeria n'arrive plus à s'imposer, mais qui a été finaliste de la dernière CAN. Des outsiders peuvent également prétendre au titre continental. Le Mali est notamment cité en exemple par notre interlocuteur. Quand on regarde le palmarès, le parcours des équipes, le Mali ne peut pas être parmi les favoris. Mais cela ne veut pas dire que le Mali ne peut pas remporter la Coupe d'Afrique. Le Mali peut bien remporter la Coupe d'Afrique, mais le Mali, jugé à travers son parcours, jugé à travers le palmarès de la CAN, ne peut pas faire partie des favoris. Si certains pays sont considérés comme favoris, il convient toutefois de rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations réserve toujours des surprises. Emmenés par le nouveau sélectionneur Tom Saintfiet, les Aigles du Mali ne ménageront aucun effort pour tenter de s'imposer dans cette CAN 2025. Point final à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Information. Excellente soirée à tous.